Bonjour, bienvenue au Centre Pompidou. Je suis Didier Ottinger, le commissaire de l'exposition consacrée à l'œuvre de Georgia O'Keeffe, cette grande dame de la peinture moderne américaine, et je vous invite à commencer la visite. En 1908, Georgia O'Keeffe, qui est alors étudiante dans une école d'art à New York, pousse les portes de la galerie 291 et elle est confrontée à une série de dessins et d'aquarelles de Rodin. Et là, évidemment, elle est saisie par quelque chose qu'on ne lui a pas appris dans ses années de formation dans les académies américaines. Elle découvre véritablement ce qu'est un art totalement moderne et en même temps marqué par un érotisme dont elle se souviendra longtemps. Elle voit dans cette galerie les œuvres de Picasso. Cette galerie a un personnage central, celui qui l'a fondée, qui est Alfred Stieglitz, qui est le grand photographe américain, sans doute le plus important, celui qui a réussi par son action, par ses publications, par ses expositions, à établir l'idée que la photographie relevait bien de l'art et non pas d'une approche documentaire. Donc c'est un personnage essentiel pour l'histoire de la photographie américaine, mais également pour l'histoire de l'art moderne américain, du fait de sa politique de galeriste. Dans cette galerie 291, il montre un certain nombre d'artistes américains, c'est important de le préciser, comme Alfred Dove, comme Martin Hartley et quelques autres. Et puis, en 1916, soudain, Stieglitz reçoit un rouleau de dessins expédié par une jeune artiste qu'il ne connaît pas. Il les découvre, il les trouve absolument fascinants et immédiatement, il décide de les présenter dans sa galerie. Quelque temps plus tard, il apprendra que ces dessins ont été réalisés par une jeune artiste totalement inconnue. Elle s'appelle Georgia O'Keeffe et elle enseigne dans une université au Texas. À partir de là, Stieglitz va décider de vouer sa galerie d'une certaine façon à l'œuvre de O'Keeffe. Il va l'exposer chaque année à New York jusqu'à sa mort en 1946. À partir de 1918, Georgia O'Keeffe quitte le Texas, s'installe à New York et là s'engage dans une nouvelle phase de sa production en réalisant des œuvres qui sont très marquées, comme l'étaient ses premiers dessins, par un imaginaire qu'elle va puiser du côté de la botanique, du côté des fleurs en particulier. En 1923, elle présente ses premiers tableaux, et là, la critique se déchaîne, voyant dans ces images des formes de représentation plus ou moins cryptées de la sensualité féminine, et certains critiques iront jusqu'à dire de la sexualité féminine. Et cette liberté de ton, cette audace qui est prêtée à l'œuvre de Georgia O'Keeffe, va contribuer d'emblée à faire d'elle une véritable figure de célébrité. Georgia, qui vit désormais avec Alfred Stieglitz, partage son temps entre New York et Lake George, où la famille de Stieglitz possède une résidence secondaire. À Lake George, elle retrouve des sujets qui sont liés à son enfance. Elle a grandi dans le Wisconsin, elle a grandi dans une plaine et au milieu des plaines immenses du Midwest américain. Elle retrouve une partie de ce sentiment de la nature à Lake George, mais à une échelle réduite. Néanmoins, elle représente les fameuses granges qui ont été le lieu de ses jeux d'enfants, le lieu de ses souvenirs associés à ce Midwest. En 1925, toujours avec Alfred Stieglitz, elle déménage pour s'installer dans un des plus grands buildings qui vient alors de se construire à New York. Elle s'installe avec lui au 30e étage du Shelton Hotel. Et de là, elle va avoir une vue sur la ville de New York et sur le port de New York qui va conduire assez rapidement à un projet qui est celui de peindre les gratte-ciels de New York, dans un mouvement qui est celui du grand cirque cosmique, qui est au fond le contexte dans lequel n'aura cessé d'évoluer l'œuvre de Georgia O'Keeffe. À partir de 1924, Georgia O'Keeffe engage une nouvelle série d'œuvres, des œuvres à laquelle son nom sera le plus durablement associé. Elle commence à peindre des fleurs et elle les fait de façon très singulière. Elle procède du gros plan, celui précisément qui est pratiqué à la même époque par les photographes qui sont les proches et les amis de Georgia O'Keeffe, et en particulier Paul Strand. Ce que la critique va voir une nouvelle fois dans les fleurs de Georgia O'Keeffe, c'est une sorte d'extension, de prolongation de sa propre anatomie. Et là aussi, l'exégèse va développer tout un système de similitudes entre les plissements des pétales, des pistils. Des jeux entre les parties sexualisées des plantes vont être interprétés comme une forme de prolongation à la fois de ses sentiments, mais également des détails intimes de son anatomie. 1929 est une date charnière dans l'œuvre et dans la vie de Georgia O'Keeffe.
Cette année-là, elle est invitée à séjourner au Nouveau-Mexique, à Taos, et elle découvre un paysage, une lumière, qu'elle adopte immédiatement, qui l'émerveille, et dont elle va se nourrir jusqu'à la fin de sa vie. Georgia O'Keeffe vit désormais au Nouveau-Mexique, où elle passe près de 6 mois chaque année. Et là, elle se promène au milieu du désert, seule, et elle glane, non pas les fleurs qu'elle ne peut pas trouver, c'est elle qui nous le dit, mais des ossements qui sont là présents en grand nombre. Et Georgia O'Keeffe ramène ces ossements, les ramène dans sa valise, les porte à New York, où elle va réaliser un certain nombre de tableaux. Ce qu'elle nous explique à propos de ces ossements, c'est qu'ils n'ont absolument rien de mortifère. Ils ne signifient absolument pas pour elle une forme de décroissance ou une forme de mort, mais au contraire, les vestiges de la vie elle-même, ce que le désert porte de plus beau, nous dit-elle. Au milieu des années 30, Georgia O'Keeffe fait l'acquisition d'un ranch au Nouveau-Mexique. C'est un endroit totalement isolé au milieu du désert et qui a une sinistre réputation puisque son nom est Ghost Ranch, comme s'il était hanté. Néanmoins, elle s'y installe. Et de ce Ghost Ranch, elle peint la vue juste derrière son ranch, présentant une montagne qu'elle va représenter à de nombreuses reprises, qu'elle finira par qualifier de sa Sainte Victoire, en référence évidemment à Paul Cézanne. Cette montagne deviendra si importante pour Georgia O'Keeffe qu'elle tiendra à ce que ses cendres, une fois sa mort arrivée, soient répandues sur le sommet de cette mesa. Ici, un paysage qui rend tout à fait explicite ce qu'est le projet d'érotisation de l'œuvre de Georgia O'Keeffe. On a ici un tableau qui, évidemment, nous fait immédiatement penser à un autre tableau célèbre, qui est L'origine du monde de Courbet. C'est une façon, peut-être, même si Georgia O'Keeffe ne le revendique pas, de nous signifier que le paysage est une extension de son corps, une extension de son être, et que l'idéal de son art, au fond, c'est celui de la fusion entre le sujet qu'elle est et les paysages qu'elle dépeint. Chaque élément du paysage devient une forme d'écorché, devient parfois une forme d'épiderme. On a là une sorte de projection du corps de Georgia O'Keeffe sur le paysage. Pendant son premier séjour au Nouveau-Mexique, Georgia O'Keeffe découvre une culture qui va être absolument importante pour elle, c'est celle des Indiens Pueblo. Elle est conduite par un Indien de la tribu des Pueblo, Tony Lujan, qui lui permet d'assister à des cérémonies très secrètes, en particulier celle des danses des Kachinas, ces figures qui incarnent les forces de la nature. Et Georgia O'Keeffe va retranscrire le sentiment, les sons qu'elle a perçus lors de cette cérémonie. Et ça donne un tableau qui évoque à la fois le mouvement giratoire des Indiens, mais également certaines des sonorités associées au chant et au rythme des tambours. Au début des années 50, Georgia O'Keeffe réalise un certain nombre de voyages qui vont la conduire à découvrir enfin le Japon qu'elle aimait tant, qui vont la conduire en Europe. Et elle va réaliser un certain nombre de tableaux d'après ce qu'elle va découvrir derrière les hublots des avions. Ici, on a sous les yeux une série de représentations de rivières qui représentent évidemment, une nouvelle fois pour Georgia O'Keeffe, une des formes possibles de la vie, de son développement, de son extinction. Ces rivières font écho, par exemple, aux ramures qu'elle a peint à de nombreuses reprises, celles des arbres comme celles des animaux. Depuis les hublots des avions, elle voit également le ciel lui-même. Et elle peint ici le ciel au-dessus des nuages. Et ce tableau suffirait presque à nous dire quelle est la nature du lien de Georgia O'Keeffe avec une grande tradition qui est celle de la peinture romantique, qui était tellement attachée à cette idée du sublime. On pense ici peut-être à une grande référence qui est celle de Caspar David Friedrich, un infini auquel le tableau et l'art nous donnent enfin accès. Toujours dans ces années 50 et 60, l'art de Georgia O'Keeffe va être rapproché par une nouvelle génération de critiques des formes les plus avancées de la peinture américaine. On va la comparer en particulier à Ellsworth Kelly, à un certain nombre de peintres d'une nouvelle génération qui sont en train d'inventer ce qu'on appelle la peinture art age, c'est-à-dire une peinture qui est faite d'une géométrie rigoureuse avec des aplats de couleurs eux-mêmes rigoureux. Et ça peut nous amener à comprendre mieux ce qu'est la nature de l'abstraction à laquelle on identifie souvent Georgia O'Keeffe. On a ici des tableaux qui, à première vue, nous semblent être abstraits, une sorte d'exercice géométrique libre à laquelle elle se livrerait pour composer ses œuvres. Nous avons ici la clé figurative de ces tableaux. Ici, une représentation
de la raison pour laquelle Georgia O'Keeffe avait fait l'acquisition de cette deuxième maison au Nouveau-Mexique. Elle nous dit « J'achète cette maison à cause de cette porte ». C'est une porte qui est dans son patio et qui la fascine de façon définitive. Et elle va multiplier les représentations de cette porte, comme elle représentera la route qui est visible depuis son atelier. Nous avons ici une nouvelle évocation de cette culture des Indiens Pueblo qui a tant fasciné Georgia O'Keeffe. Nous sommes confrontés à des poupées Kachina, qui sont des poupées qui étaient utilisées dans la pédagogie auprès des jeunes Indiens pour leur apprendre ce qu'étaient les forces de la nature, ce qu'étaient les esprits animaux, en tout cas de tout ce qui allait leur permettre de comprendre la continuité du monde. Et cette culture, évidemment, a fasciné Georgia O'Keeffe, qui a peint ces poupées Kachina à de nombreuses reprises. Je vous invite à découvrir l'exposition de Georgia O'Keeffe au 6e étage du Centre Pompidou. L'exposition se déroule jusqu'au 6 décembre.